Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape qui est une étape très importante parce qu'on va parler du MVP et pour ça on a Freddy qui est le CTO, qui est la personne qui a développé avec son agence la plateforme sur laquelle vous êtes, qui est aussi le CEO d'une agence qui s'appelle Split. Du coup très content de t'avoir pour parler du MVP, Freddy. Merci Grégory et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement un MVP? En fait, c'est très simple. Lorsqu'on lance son projet en tant que startup, déjà la première chose à faire, effectivement, bien sûr, on reviendra dessus, c'est d'avoir évidemment une bonne idée, de travailler cette idée, et bien sûr, ensuite viendra la phase où il va falloir commencer à tester ce modèle. Et pour tester ce modèle, bien sûr, il faut les technologies, il faut les plateformes. Et donc du coup, on appelle la MVP la plateforme qui permettra tout simplement de tester son modèle et son idée auprès des utilisateurs finaux, et c'est ce qu'on appelle également le minimum valuable product. Ok. Pourquoi il y a cette notion du coup de minimum dans le MVP? Alors il y a cette notion de minimum parce que l'objectif dans cette version, comme je disais, c'est vraiment de tester vraiment le modèle. Donc l'objectif c'est de ne pas mettre dans cette MVP tout le scope qui serait finalement l'idéal en fait pour une startup. Souvent on a l'impression que il faut vraiment avoir une plateforme qui soit vraiment exhaustive en termes de fonctionnalité, et parfois même tout simplement on se focalise pas forcément sur l'essentiel. Et le minimum, ce mot-là, il est forcément capital parce que l'objectif vraiment c'est de définir le scope qui sera vraiment essentiel justement pour pouvoir tester sa proposition de valeur. Super, super. Et comme tu l'as très bien dit, c'est le but, c'est vraiment de tester aussi, de valider le business model pour ensuite faire une levée de fonds, ce qui va permettre d'avoir plus d'argent pour développer le reste des fonctionnalités et de passer d'un minimum viable product à plus une première version. Alors, soit de l'investissement en private equity, tu le disais, Grégory. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a parfois des startups également qui sont plutôt fervents, et ils ont parfois raison aussi, de passer plutôt par des systèmes classiques de financement type bancaire ou par d'autres systèmes comme l'autofinancement, donc ce qu'on appelle de la croissance organique. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui seront sur ce sujet-là. Ouais, super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre un MVP et un POC? Donc le MVP qui est un produit, le POC qui est plus un concept. Je vais commencer par le POC, parce que généralement, un POC, quand on a cette idée-là et qu'on veut mettre en place justement cette techno, généralement, on se pose les questions suivantes, c'est-à-dire que le POC, souvent, c'est quelque chose qui a vocation justement de prouver que techniquement, qu'il est possible techniquement de mettre en place cette technologie. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et cette version de POC, c'est sur une toute petite partie en fait technique du produit. Et souvent, c'est quelque chose qui se fait en interne. C'est pas un élément qui est public. Alors que, à contrario, le MVP, c'est vraiment un produit fini avec son interface, son expérience utilisateur, son design et bien sûr les fonctionnalités qui sont vraiment fonctionnelles de A à Z. Et ça, effectivement, c'est à destination d'un public, donc l'utilisateur finaux. Et c'est ça qui caractérise justement ces deux éléments. Voilà. Mm-hmm. Donc le MVP, c'est vraiment pour valider le produit auprès du marché et d'avoir des utilisateurs et des métriques, alors que le POC, c'est beaucoup plus conceptuel du coup. Absolument, absolument. C'est vrai que les métriques sont extrêmement importantes dans cette notion de MVP, puisque c'est l'objectif principal, c'est de voir la traction de ce produit-là, et ensuite de pouvoir, comme tu le sais, ajuster après les indicateurs, en fonction de ces indicateurs, on va ajuster le BP, les projections financières, etc. Et c'est ce qui va nous permettre, lorsqu'on va passer à la phase un petit peu de levée de fonds et de scale, d'avoir des datas qui sont effectivement cohérentes et réalistes surtout. Ça, c'est important. Super. Alors, pourquoi est-ce qu'une startup commence avec un MVP? Déjà, premièrement, la première raison, c'est que c'est vrai que c'est une question d'investissement, hein, c'est évident. L'idée de cet MVP, justement, en réduisant le scope de fonctionnalité, en testant la proposition de valeur, c'est déjà effectivement de valider ce fameux market fit. Et pourquoi on commence par un MVP? Parce que si on commençait par la vraie V1, au final, on n'aurait pas qu'une fonctionnalité majeure, on en aurait peut-être 2, 3, 4.
Et donc du coup, en fait, finalement, in fine, ça va se ressentir effectivement dans l'investissement de départ sur cette technologie. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que souvent, il faut développer cette première version pour mettre en place l'architecture de base de l'application et ne pas forcément se disperser sur des fonctionnalités qui vont être trop complexes à mettre en place, qui vont d'ailleurs nécessiter beaucoup de délais en termes de mise en place de ces fonctionnalités. Donc vraiment, il faut aller un petit peu droit au but sur cette version-là et ensuite faire évoluer effectivement le produit au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment capital. Super, super, super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la logique de test et les étapes du MVP, comme on peut le voir sur cette image. Donc, c'est très conceptuel, mais on voit sur la première ligne qu'en fait, le but du MVP, c'est de valider qu'il y a un modèle qui marche. Donc là, par exemple, c'est les transports. Alors que sur la deuxième, voilà, on pourrait tenter de développer un aspect du produit fini, comme une roue, sauf qu'en fait, on va rien valider, on n'aura aucune KPI parce que personne ne voudra acheter une roue, alors qu'un skateboard, voilà, c'est la première évolution pour valider que il y a vraiment un besoin de moyens de transport. Mais est-ce que tu peux un peu expliquer du coup cette logique? Tu as commencé à le faire, mais vraiment pour expliquer ce que c'est le minimum, quoi. Effectivement, comme tu le soulignais, l'objectif vraiment, c'est déjà d'avoir un produit qui soit vendable. Parce que sans ça, il va pas y avoir de parcours utilisateur, il va pas y avoir d'expérience de marque, et surtout, il va pas y avoir justement le test de cette fameuse proposition de valeur. Donc, il faut commencer petit, effectivement, avec son skate sur cette image, sur cette transposition, et ensuite intégrer justement de nouvelles fonctions au fur et à mesure. Ce qui est très important avec la notion de skate, en tout cas sur cette première étape, cette première fonction, c'est que souvent on va aussi avoir, et c'est ça l'objectif, et ça c'est très très important, avoir des feedbacks utilisateurs. Et souvent, quand on a défini en fait une roadmap technique avec d'autres fonctionnalités qu'on a pensé mettre dans ce produit-là, alors là on n'est plus sur le stade de la MVP, on en a dans la V1, dans la V2, dans la V3, peu importe. Souvent, ce qu'on remarque dans cette phase de MVP, c'est qu'en sondant les utilisateurs, en faisant attention justement à ces feedbacks, on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités qu'on pensait être en V2 qui vont être justement dans d'autres versions parce que c'est pas forcément les fonctionnalités qui vont correspondre aux attentes des utilisateurs. Donc ça, c'est très important en termes aussi de roadmap fonctionnel et technique. Et ça va orienter justement ce petit schéma. Donc, on aura bien défini la deuxième phase. Donc là, on va passer à la trottinette. On va bien définir la troisième phase. On aura un modèle qui va bien fonctionner, qui sera complètement en adéquation avec les utilisateurs. Et là, au fur et à mesure, l'idée, c'est d'avoir vraiment une voiture qui soit full option, j'ai envie de dire, pour justement les satisfaire. Super. Alors, juste pour contextualiser un petit peu, tu viens de le dire très bien, les utilisateurs. En fait, les étapes à suivre pour arriver à créer son MVP et ensuite sa première version, c'est quoi? La première chose, c'est de créer son persona qu'on a vu dans l'étape précédente pour vraiment bien identifier les besoins utilisateurs. Ensuite, de faire les user stories qu'on va voir dans la prochaine étape. Ensuite, ça va être de faire le backlog. Et en fait, une fois qu'on a les user stories et le backlog qui permettent en fait de définir les fonctionnalités les plus importantes, on va pouvoir stitcher tout ça avec le wireframe et le mock-up qu'on va voir dans les prochaines étapes pour ensuite arriver à faire ce MVP. C'est bien ça un petit peu le processus en fait. C'est un long processus comme ça sur le papier, mais c'est un processus qui en fait a fait ses preuves. Avant effectivement de faire les user stories, il faut déjà bien comprendre les utilisateurs, bien les cibler, bien savoir effectivement quelles sont leurs attentes, quel est un petit peu aussi leur environnement, pourquoi ils auraient besoin de ce type de fonctionnalité. Et donc du coup, ça passe forcément par des interviews. Et je pense que vraiment, c'est l'étape la plus importante, c'est les interviews, et c'est ce qu'on préconise tout le temps lorsqu'on rencontre justement des startups, c'est où vous en êtes dans votre projet. Donc l'idée est posée, la proposition de valeur est là. L'avez-vous testé comme ça verbalement via des interviews et qui sont vos cibles? Est-ce que vous les avez identifiés de manière extrêmement précise? Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour ensuite décliner les différentes étapes que tu as citées, notamment les user stories, backlog, les wireframe, pour en arriver jusqu'à la MVP, évidemment. Ok, super. Alors, quand on parle de MVP, on parle forcément de dev. Et du coup, il y a une question qui se pose, qui est avec qui partir? Alors, on a pas mal de choix. Est-ce qu'on s'associe? Est-ce qu'on fait soi-même? Est-ce qu'on va en agence? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
les différents critères et pourquoi il faudrait plus partir avec une agence ou un associé ou quoi que ce soit? Alors c'est un sujet qui est très intéressant pour ma part. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de startups et en fait en fonction de la startup, en fonction des porteurs de projets, en fonction des compétences également de chacun, c'est vrai qu'il y en a qui vont plutôt partir en disant ok, je vais essayer de développer quelque chose en no code avec vraiment quelque chose d'extrêmement soft, en essayant d'apprendre moi-même à mettre en place en tout cas configurer ces systèmes no code. C'est une technique, très clairement, mais c'est pas forcément celle que je préfère, pour être honnête, parce que tout simplement, le no-code, ça peut répondre effectivement à un cahier des charges des start-upers, mais souvent dans la proposition des start-upers, il y a une notion aussi de personnalisation technique au niveau des fonctionnalités. Et c'est ce qui apporte de la valeur en fait à une start-up. Hein. C'est cette personnalisation. Par exemple, il y a des startups qui viennent nous voir et qui veulent justement des algorithmes particuliers. Malheureusement, c'est pas des choses qui peuvent se faire justement avec du no-code. Donc ça, c'est un petit peu le point frustrant, en tout cas pour la startup. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur le sujet des associés, alors effectivement, on a beaucoup de startups qui se disent en recherche, et ça paraît être un prérequis en fait quand ils se lancent, en recherche justement d'un dev pour développer le produit contre de l'equity. Alors ça, c'est une technique. Maintenant, par expérience, ce qu'on peut remarquer, Grégory, dans ces rencontres, dans ces échanges, c'est que il y a quelques difficultés parfois qui peuvent se poser. La raison, il y a une première difficulté, c'est que un développeur, même si effectivement peut-être full stack, pour moi, en fait, on peut pas être à la fois bon sur le design, l'expérience utilisateur, le dev front, le dev des API, le dev back-end, et maîtriser en fait toutes les technos externes également. Pour moi, c'est quand on se dit tout faire, in fine, on fait tout mal. Ça, c'est un petit peu mon point de vue. Donc, c'est vrai que ça, c'est la première chose qu'on a pu noter. Mais en même temps, je comprends très bien qu'il y a des startups qui se disent, ok, mais moi, j'ai pas beaucoup de budget et je vais prendre mon dev en interne et j'ai pas le choix. Ça, je comprends aussi ce point de figure-là. Parfois, ils se disent aussi, ils disent également que tout simplement, ils ont pas de compétences techniques, donc ils ont besoin de s'appuyer justement sur un CTO ou un dev qui connaît la technique. Donc ça peut effectivement avoir du sens. Maintenant, pour moi, je trouve ça plus pertinent. Alors c'est pas parce que je suis en modèle agence, hein, mais de manière générale, en fait, c'est ce que je peux constater, pardon, c'est que une startup, elle va pouvoir se lancer déjà sur une première MVP avec une équipe, donc une agence en l'occurrence, qui va avoir en fait des ressources qui sont là en équipe dédiée et des ressources qui vont être positionnées sur chaque type de métier. Donc le design, on en parlait tout à l'heure, les dev front et dev back, ils vont avoir plusieurs développeurs justement qui vont avoir des skills vraiment extrêmement variés et surtout qui vont pouvoir s'adapter à la complexité technique du projet. Parce qu'un dev en fait associé, il va juste maîtriser quelques technos, mais dès qu'on va sortir de son cadre de stack technique, en fait, de compétences techniques, là, en fait, il peut y avoir un sujet, en fait, hein, très clairement. Ce que je disais, c'est que, du coup, lorsqu'on intègre justement un dev dès la création de la boîte, souvent, on va quand même lui donner beaucoup d'equity. C'est-à-dire qu'on va essayer de partager 60-40, 55-45. Et ça, du coup, ça peut être aussi un risque, très clairement, parce que on va être dépendant, en fait, de son code, de sa rapidité en termes d'exécution. Et puis, en fait, il y a beaucoup, dans un projet, c'est un petit peu les montagnes russes. Et il y a beaucoup de cas de figure où on pourrait potentiellement être en désaccord. Et donc, du coup, pour moi, je pense que l'idéal, c'est effectivement de faire confiance déjà dans un premier temps à des agences qui ont l'habitude d'accompagner des startups, qui ont un staff, en fait, technique qui est assez varié et qui va justement être force de proposition en matière de techno, et d'ailleurs les plus appropriés pour un projet. Et ensuite, une fois qu'on a validé en fait la traction et la preuve un petit peu du concept d'un point de vue commercial, là ça a du sens en fait d'intégrer un profil plutôt CTO dans la boîte pour venir asseoir en fait une vision technologique.
Et ça, c'est ce qu'on voit. En tout cas, on estime on pense vraiment que c'est le meilleur modèle, en tout cas pour les startups. C'est plutôt de partir déjà dans un premier temps sur un modèle agence et ensuite, effectivement, de se staffer. Et en plus de ça, ça veut dire que on va pouvoir donner, par exemple, à un CTO un petit peu moins de parts, des parts de manière cohérente, c'est-à-dire peut-être 7% d'equity, par exemple. Très clair. Et deux petites choses à ajouter sur ça. Forcément, on a fait une vidéo dédiée sur le sujet parce qu'il y a pas mal de mythes à casser sur le fait d'avoir besoin d'un CTO, sur le rôle d'un dev au tout début pour lever des fonds, etc. Donc, allez voir cette vidéo parce elle est très importante. Et puis l'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que le but de toute l'incubation, c'est d'aller chercher des prêts d'honneur, c'est d'aller chercher des subventions, c'est d'aller chercher des premiers fonds en non dilutif qui vont permettre de payer une agence ou qui vont permettre de payer du coup ce premier MVP et de limiter la dilution en equity vu qu'on a de l'argent à dépenser pour justement venir tester ce marché et créer ce MVP. Effectivement, on peut dire que de souligner l'objectif. Et du coup, le MVP, quand on parle de MVP, c'est quoi un petit peu la fourchette, le budget dont on parle? Alors forcément, ça dépend énormément de la technologie, du projet, etc. Mais en général, ça représente quoi, plus ou moins, un budget que tu vois quand tu fais un MVP pour une startup? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, c'est assez variable parce qu'en fait, tous les projets sont un peu différents. Néanmoins, il y a quand même un cadre, en tout cas, à respecter. Pour nous, ce qu'on voit, c'est que effectivement, il faut environ 3 mois pour pouvoir réaliser justement un produit de qualité. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais nous, on pense que il faut vraiment prendre le temps, vraiment, à faire une conception produit. Ça se passe en 2 temps, d'ailleurs, le projet, hein, conception produit, développement. Et dans cette conception produit, l'idée, c'est vraiment d'avoir du conseil, de l'accompagnement, de bien définir le stack technique, de faire en sorte justement d'avoir de belles maquettes avec une identité de marque néanmoins de qualité. C'est pas parce qu'on est sur une MVP qu'il faut faire du sale visuellement. Donc, en tout cas, c'est notre perception des choses. On est quand même effectivement cet effort, c'est important sur la qualité du visuel et les utilisateurs sont aujourd'hui effectivement très attentifs à cette qualité. C'est pour ça que nous, on veut vraiment que un produit soit à l'image un petit peu des standards visuels sur le marché. Et ensuite, on a 2 mois environ de développement. Alors, ça peut être 1 mois et demi plus 15 jours de testing, mais c'est approximativement 3 mois de manière générale. Donc, c'est vrai que un projet peut varier sur ce modèle de 3 mois entre, on va dire, 15 et 45 cas. Effectivement, c'est noté sur ce slide. C'est assez réaliste. Pour 15 cas, c'est vraiment un POC qui va être réalisé en 1 mois et demi grand maximum. Enfin, un POC, un MVP, mais vraiment super light pour le coup. Et là, pour des projets un petit peu plus structurés, qui nécessitent un petit peu plus de technique et de développement fonctionnel, là, on est sur 3-4 mois de travail. Effectivement, ça sera environ 45 heures. Et en même temps, pour terminer là-dessus, c'est assez cohérent pour une startup. En fait, on dit généralement que une MVP, il faut pas que ça dépasse les 45 heures. Ça c'est clair. Ça pourrait dépasser parfois, mais généralement, à 90% des cas, ça ne les dépasse pas. Parce que derrière, il y a aussi le marketing, il y a la validation de ce marché. Il faut garder du budget et surtout, voilà, pour avoir ces indicateurs. Et c'est ça l'objectif vraiment de cette MVP, donc il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas tout mettre dans la partie technique. C'est clair. On voit souvent des entrepreneurs venir nous voir avec un super MVP et ils ont aucun budget pour l'acquisition. Et avoir un beau produit, c'est super, mais c'est la personne qui est au courant qu'il existe, ça sert à rien. Donc c'est sûr, il faut garder du budget pour le marketing. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué très clairement ce que c'était un MVP. Vous pouvez retrouver Freddy dans les ressources et son agence pour développer votre MVP. C'est gentil, merci.